ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Quand et comment diversifier ses investissements avec Katia Finance? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'un invité revient pour une seconde fois sur le podcast. J'ai choisi Katia Finance pour nous parler de diversification. Parce que vous le savez, quand on est un investisseur serein, l'objectif, c'est que le risque soit faible. C'est-à-dire qu'on puisse dormir sereinement parce qu'on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Il est donc essentiel, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, il me semble que j'avais déjà fait un épisode sur le sujet, mais si on veut être vraiment 100% serein dans ses investissements, il faut que ce soit, on va dire, parfaitement indépendant de tout risque qui peut se produire dans le monde parce qu'on a prévu, entre guillemets, tous les scénarios possibles et on est tellement diversifié que, en fait, on s'en fiche que l'euro se casse la figure, on s'en fiche que finalement, il y a une grande crise de l'immobilier en France, parce qu'en fait, on a prévu finalement plein de scénarios possibles. Donc, on va parler avec Katia de à partir de quand, en fait, c'est propice pour un investisseur de s'intéresser à la diversification, parce que c'est pas évident de commencer tout de suite à être diversifié dans le monde entier sur tous les supports. Et ensuite, on va voir comment s'y prendre. Alors, bonjour Katia déjà, comment ça va? Bonjour, très ravie d'être les premières à revenir dans le podcast. Je choisis les meilleurs, j'espère, donc ça fait plaisir. Alors, déjà pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode de Katia, c'était l'épisode numéro 113 où elle nous partageait les 5 étapes pour bien gérer ses finances avant son investissement immobilier. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller écouter déjà l'épisode précédent. Là, on va pas refaire les présentations parce que je pars du principe que vous la connaissez. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de la diversification. Alors, première question déjà, Katia, pour démarrer. En quoi c'est important de se diversifier déjà? C'est quoi les risques qu'encourt quelqu'un qui n'a pas diversifié son patrimoine? Déjà, j'aimerais appuyer sur le fait que les choses que tu as dit tout à l'heure, les risques zéro, ça n'existe pas. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Donc, les stratégies de diversification, c'est notamment les stratégies pour diminuer les risques au maximum, jusqu'à on est capable d'aller dans notre diversification. Et en même temps, pourquoi pas améliorer les rendements de votre portefeuille d'investissement. Donc, on parle de diversification, notamment pour éviter cette risque qu'on a investi en un seul actif, ou deux actifs, etc. Et il nous arrive quelque chose demain et du coup, on s'est fini avec zéro. Tout de suite, je vais peut-être préciser qu'on peut parler de deux choses, et d'ailleurs, on va parler de deux choses. C'est comment diversifier, quelles sont les différentes diversifications possibles, et ensuite, de quel moment et quand est-ce qu'on va se poser les questions. Mais le but ici, c'est tout simplement de réduire les risques. C'est comme si vous investissez à un seul actif. Imaginez que vous aviez une table avec un seul pied. On casse les pieds, les tables tombent. Peu importe les tables. Les pieds, elles peuvent être grands, très bien, etc. Ça va tomber quand même. On a les tables avec 2 pieds, on casse les pieds. Les deuxièmes, ça va tenir quelques secondes de plus, mais ça va tomber quand même. Quand on commence à voir nos tables avec 3, 4, 5, 6 pieds, on casse un pied, les tables restent. Donc, c'est ça les stratégies de diversification. Peu importe ce que, techniquement, peu importe ce que va arriver à l'un des actifs, s'il pèse pas trop dans notre portefeuille, on va pas trop sentir ailleurs et du coup, le patrimoine global, il va pas être touché. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est exactement la même image que je donne pour les diversifications de nos revenus. C'est la même chose qui est dépendante d'une seule source de revenus, qui est notre salaire, par exemple. Idem, il nous arrive quelque chose, on n'a plus des rentrées d'argent. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut distinguer le patrimoine et les investissements des revenus, parce que pour moi, les revenus viennent aussi de nos investissements diversifiés. Ça peut être le cas, ça dépend, Ouais, ça voilà. dépend de l'investissement. Ouais, je suis d'accord.
Et en effet, c'est la fausse sécurité de penser que quand on est salarié, on a une seule source de revenus, que c'est en réalité une vraie sécurité, parce qu'on entend tous les jours des personnes qui, malheureusement, perdent leur travail ou pas forcément sous leur volonté. Donc, voilà. Ok, donc du coup, c'est très clair. Enfin, je pense que tout le monde a compris, si vous écoutez cet épisode, que c'est important de diversifier pour diminuer ses risques. Donc maintenant, ce que j'aurais voulu voir avec toi, Katia, c'est qu'est-ce qui existe comme sorte de diversification? De faire déjà la liste un peu de comment on peut se diversifier. Donc, tu avais géographiquement, peut-être faire la liste un peu de toutes les façons qu'on peut envisager la diversification. Ouais. Il y a différentes manières de diversifier. Je vais mettre mon chapeau de coach en finance personnelle d'abord, même avant de parler d'investissement, et juste expliquer que les finances personnelles et les investissements, ça reste personnel. Donc, on va voir les différentes personnes et les modèles de diversification vont être différents. Bien évidemment, on a les choses qu'on connaît, qu'on va conseiller à tout le monde, entre guillemets, les règles d'or à suivre. Mais ça ne veut pas dire que ça va être les meilleurs choix pour vous dans votre situation. Je donne l'exemple tout simple. On va vous dire diversifier, investir immobilier à l'étranger. Vous parlez pas les langues, vous connaissez pas les marchés. Non, c'est pas la meilleure manière pour vous de diversifier. Donc, dans cet épisode, on va prendre cette posture que c'est à vous de décider quelle est les meilleures stratégies de diversification par rapport à vous, votre aversion au risque, vos connaissances dans les différents actifs et les choses que vous voulez ou ne voulez pas faire. Mais peu importe les stratégies que vous allez choisir, le but, c'est diminuer les risques globalement. Et c'est pour ça qu'on peut parler des différents types de diversification. Par exemple, les diversifications par l'actif. Donc ça, c'est les différentes classes d'actifs telles que l'action, obligation, immobilier, matières premières, etc. Ces différentes classes, elles peuvent réagir différemment aux différents cycles économiques. Bon, encore une fois, si je vais vous parler des matières premières et c'est absolument un no-go pour vous, on va choisir une classe d'actifs qui est plus adaptée à votre appétence. En tout cas, si vous gérez toute seule et vous ne passez pas par quelqu'un d'autre qui a plus de connaissances. Ou on peut parler des diversifications géographiques. On peut investir dans les différentes régions géographiques pour, encore une fois, réduire les risques liés à la concentration dans une seule économie. Là, l'exemple parlant peut-être, ça va être quand on investit en bourse, on va investir par exemple dans les ETF. On va investir dans le ETF MSCI World ou Emerging Markets, où on va choisir un ETF qui est basé sur les économies en Amérique latine, par exemple. Donc là, on touche les différentes régions géographiques. Et même en immobilier, on peut dire tout bêtement, même si on va rester en France, je peux acheter un immeuble à Paris, l'autre immeuble à Biarritz. Bon, là, je tape tout de suite les prix des meubles et voilà, je vous donne l'exemple qui coûte cher. Mais en soi, vous voyez, c'est déjà pas la même typologie de gens qui vont habiter dedans, peut-être pas la même appétence en fonction des événements, etc. Donc, on va quand même essayer de séparer. Il ne serait-ce que investir dans les villes différentes, par exemple les villes plus grandes, les villes plus petites. Techniquement, on peut dire que c'est la diversification géographique à une plus petite échelle parce qu'on reste quand même en France, mais on essaie déjà à diversifier. On n'est pas en train d'acheter 12 appartements ou 12 immeubles dans les mêmes bâtiments ou juste à côté. On peut parler des diversifications sectorielles dans les différents secteurs économiques, secteurs d'activité. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple de parler de la bourse, où on parle des technologies, santé, énergie, mais bon, immobilier sectoriel, différents secteurs d'activité, on peut peut-être parler, dans ce cas-là, les immobilier résidentiel versus immobilier mur de commerce. Pourquoi pas? C'est pas les secteurs d'activité, mais bon, on essaie de trouver les exemples les plus proches. On peut diversifier dans les temps au moment qu'on va investir. Donc, pas peut-être acheter tout d'un coup, mais essayer de lisser et choisir les timings en fonction des marchés. Ça peut être aussi les stratégies de diversification. On peut parler des rééquilibrages. Donc, par exemple, à l'époque, on voulait diversifier, on met 50% dans les bourses, 50% dans l'immobilier. Disons, 20 ans passés, on va voir que entre-temps, immobilier, ça n'a pas trop bougé, imaginons, et la bourse, c'est x3. Donc là, tout de suite, si avant c'était 50-50, aujourd'hui, c'est beaucoup plus déséquilibré. Et on peut essayer de diversifier à nouveau, on va essayer de faire les rééquilibrages. Il en existe d'autres typologies de diversification, mais je pense que l'idée est claire. Donc, on essaye de ne pas mettre tous les œufs dans la même panière.
et on essaye d'échanger quelque chose par rapport aux typologies d'investissement. Donc, j'imagine, les questions qui te posent le plus souvent, c'est les gens qui investissent en immobilier qui vont s'intéresser aux bourses et crypto, d'autres typologies d'actifs. Mais dans l'immobilier, on peut toujours même parler des immobiliers nord de commerce versus immobilier résidentiel. On achète un immeuble entier, on veut faire une mini-diversification à notre échelle. On met l'un des appartements en location longue durée, l'autre appartement, ça va être en colocation et le troisième, ça va être en location courte durée. Techniquement, selon les définitions, c'est une petite diversification parce que si un jour je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour les locations longue durée, je peux la louer en courte durée. Si il m'arrive quelque chose avec ma colocation, je vais peut-être récompenser avec mon Airbnb. Bien évidemment, c'est en plus petite échelle, mais c'est déjà un peu différent que chercher 3 locataires pour les mêmes immeubles, pour la même typologie d'appartements au même temps, par exemple. Moi, j'avais envie de partager aussi à l'audience et à toi mon avis personnel sur la diversification par rapport à l'immobilier. Parce que je te donne mon avis, parce que j'ai besoin aussi que mes auditeurs sachent ce que je pense réellement. Pour moi, je me suis toujours dit qu'il y a 2 types d'investissements. Les investissements où je peux lever de l'argent et que c'est la banque qui investit à ma place, et les investissements où je vais mettre mon cash à l'intérieur. Et à ma connaissance, le seul investissement où tu peux demander à la banque d'investir pour toi, c'est l'immobilier en France. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas encore fait d'emprunt à l'étranger, j'y suis pas encore à ce stade. Donc, quand j'entends, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont du cash et qui veulent le mettre en immobilier en France. Et moi, je dis toujours, moi personnellement, non. Si j'ai du cash qui me reste après mes investissements immobiliers, je ne le mets pas en immobilier en France. Parce que je préfère avoir exploité au maximum l'argent de la banque pour investir en immobilier en France. Et quand j'ai de l'argent qui me reste, parce que évidemment, j'aime bien garder l'argent pour convaincre les banques, c'est quand même plus facile quand tu as de l'argent de côté, que tu as fini tes travaux aussi, tu as l'argent qui te reste. Et ben moi, c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, on s'est dit, on va pas acheter cash encore un truc avec le reste d'argent qui nous reste en immobilier. On va forcément essayer d'aller maintenant chercher ailleurs pour diversifier. Donc, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en tout cas, moi, ça me fait mal au cœur, en fait, d'entendre des gens qui mettent du cash en immobilier en France. Parce que, du coup, j'ai l'impression que les personnes, ils ont pas compris la logique du système, quoi. T'as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, c'est là où toutes les différences des conseillers en patrimoine, par exemple, et les coachs en finances personnelles. Moi, je suis très finance personnelle. En fait, tu connais pas les situations de la personne en face. Donc, peut-être elle a déjà épuisé sa capacité d'en prendre. Peut-être c'est quelqu'un qui est en chômage, mais qui veut investir actuellement, donc ne peut pas avoir accès au crédit. On ne sait pas. En soi, je suis d'accord avec toi sur l'idée il en existe deux typologies d'investissement. Celle qu'on va financer avec l'argent des autres. Et là, on peut parler des banques, ou ça peut être les fonds privés. On peut acheter les parts des CPI, on peut acheter un immobilier, on peut acheter les sociétés. On fait les rachats des sociétés dans les cas d'investissement via l'emprunt bancaire, par exemple, qui va, si tu veux, s'autofinancer, en fait, qui va être en plus payé par cette société dans le futur. Donc, on n'a pas sorti un seul centime. Mais en gros, on investit avec l'argent des autres. Et l'investissement qu'on fait cash. Comment vous allez avancer, c'est en fonction de votre situation. Et c'est là où on peut prendre, par exemple, cash. On va dire, OK, on a 100 000 euros. C'est bête d'acheter un seul appartement à 100 000 euros. On peut les diviser en 5 parties. On va dire 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Utiliser ces 20 000 chaque fois pour un petit apport dans les mêmes appartements qui coûtent 100 000. On vient définir avec 5 appartements et les restes, bien évidemment, on prend un crédit. On vient de définir avec 5 appartements, valeur totale 500 000 euros. Or, on a dépensé 100 000 euros. Est-ce que pour les personnes qui l'a fait, c'est bête? Peut-être pour eux, c'est le meilleur choix. Pour eux, oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, moi, je suis d'accord qu'on met de l'apport pour lever de la dette. Moi, c'est plus le cas de la personne qui a, oh là là, j'ai 100 000 euros d'un héritage, je sais pas quoi en faire. Du coup, j'achète cash un investissement immobilier en France. Alors que j'ai de l'investissement, alors que j'ai de la capacité d'endettement. Et là, je dis, non, tu vois, tu achètes. Je suis d'accord. Je suis assez radicale, mais. Oui, je suis d'accord avec toi sur papier. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ayant accompagné beaucoup de femmes qui ont peur
de garder de l'argent, sinon ils vont le dépenser, qui ont peur de faire appel au crédit malgré leur capacité d'emprunt. Ils ont beaucoup de croyances négatives sur le crédit et les systèmes bancaires en France. Dans certains cas, c'est illogique pour toi, mais pour cette personne-là, il faut mieux d'ailleurs acheter un seul appartement et utiliser cet argent pour cet appartement qui n'est à rien de faire du tout. Mais en soi, on est d'accord. Si on a une capacité d'empreinte, utilisez votre capacité de l'empreinte. Ce sont de l'argent gratuit. Même si on est en train de dire que les taux, est en train de, les taux, elle est en train d'augmenter, etc. Moi, je viens des pays où les taux immobiliers actuellement, c'est à 25%. On n'allait pas me dire que c'est cher, 4%, 3%, etc. Donc, il est pire. En France, on est quand même hyper bien situé pour profiter de cet argent qui ne coûte pas grand-chose sous condition qu'on peut avoir cet financement, bien évidemment, et via les bons gestions des finances personnelles. Là, je fais le clin d'œil à notre épisode précédent. Mais je reviens vers les côtés personnels. Pour faire les différentes stratégies de diversification, et je prends le cas de quelqu'un qui va pas faire appel au conseiller, qui va les aider, qui va vouloir, c'est avancer toute seule. Pour faire les différentes stratégies de diversification, il faut avoir un minimum de connaissances. Donc, certes, c'est bien d'avoir cette cash et commencer à investir en bourse, en crypto, ETF, actions à dividendes, SCPI, pourquoi pas. Si on connaît rien, ça devient compliqué. Et c'est là, on rentre dans les débats que je dois accumuler les connaissances. D'abord dans les bourses, ensuite dans les cryptos, ensuite dans l'immobilier. Immobilier change, les fiscalités, on a les nouvelles règles, etc. Est-ce que je vais pouvoir suivre tous les changements et gérer mon portefeuille moi-même? Jusqu'à quel niveau je vais être capable de gérer moi-même? Et c'est pour ça que arriver à certain niveau de patrimoine, par les manques du temps ou par les manques des connaissances, par les manques des volontés de gérer nous-mêmes, on va faire appel aux conseillers en gestion de patrimoine que eux vont nous proposer une stratégie de placement qui va être diversifiée, mais qui va être toujours basée sur notre capacité d'empreinte, notre aversion à risque et nos objectifs short terme et long terme. Mais si vous êtes toute seule, voilà, jusqu'à combien de stratégies vous pouvez aller? Plupart du temps, on parle des bourses, immobilier, crypto. Peut-être on va aussi parler des private equity. Crypto, private equity, ça devient plus compliqué de rentrer. Bourse, immobilier, ça reste accessible à plus grand nombre de gens. Peut-être pour rentrer un peu dans du concret là, avant de continuer sur les différents investissements qu'on pourrait commencer à envisager quand on a de l'argent de côté ou pas. Mais bon, on a compris que quand on peut emprunter, on emprunte. Si on a de l'argent à placer ou qu'on veut vraiment pas emprunter parce qu'on est anti-prêt, bah à ce moment-là, on garde, on fait quelque chose de son cash. Parce qu'en fait, je veux préciser un truc aussi que les gens ils s'imaginent pas, c'est que tu penses que t'as pas d'investissement quand t'as ton argent qui dort sur ton compte en banque. En fait, si tu as tout investi en euros, c'est un investissement en tant que tel. Et dans les systèmes bancaires français. Exactement. C'est-à-dire que tu as investi dans ta banque en qui tu fais confiance. Donc, cette banque-là, elle s'écroule. Bah, voilà. On sait qu'il y a des seuils de remboursement de garantie, mais bon, c'est pas infini. Et tu as tout mis en euros. C'est-à-dire que l'euro s'écroule. Donc, en fait, t'es absolument pas diversifié et t'es très exposé si tu as tout dans une seule sorte de devise à un seul endroit dans une seule banque. Enfin, c'était juste pour déjà faire cette petite intro là-dessus. Et du coup, je me suis dit, pour illustrer un peu, on pourrait parler de nous, Katia et Dorine. Comment est-ce que on a réparti aujourd'hui nos finances? Alors, pour ma part, je mets tout de suite un petit disclaimer. Ma répartition n'est pas parfaite. Je dois y travailler et c'est en chemin. Mais en effet, ça prend du temps. Donc, je le dis, mais... Et du coup, par qui on commence? Tu te lances dans ton... Regarde, tu m'as posé les questions, j'ai dû calculer très rapidement, mais moi, un petit disclaimer, je suis en train, notamment, de faire les rééquilibrages de mon portefeuille. Ça veut dire que je suis en train de vendre, dans mon cas, c'est immobilier, pour placer ailleurs. Donc, j'ai une stratégie en tête qui je suis en train de suivre, et je sais par quoi je l'ai fait. Donc déjà, c'est pas parfait de base, je pense. On peut faire mieux. Mais en plus, je suis en transition. Donc attention, on prend toujours les chiffres des autres avec les pincettes parce que je sais qu'est-ce que je veux faire et quel est le projet de vie que je suis en train de réaliser, qui n'a pas les projets qui n'est pas les vôtres, pas votre projet. Donc actuellement, j'ai 33% de mon patrimoine est dans les bourses.
à peu près 21% en immobilier. Et tu vois, c'est ça qui va changer, parce que 21% vient des ventes des biens. 13% dans private equity, 12% dans crypto et 11% dans l'épargne. Et c'est l'épargne, toute épargne confondue entre l'épargne des sécurités, épargne projet et l'épargne qu'on est en train de déplacer ailleurs. Donc voilà la répartition. Et donc je voulais dire que on avait discuté juste avant de comment est-ce qu'on fait le calcul pour savoir combien est-ce qu'on prend comme part d'immobilier, est-ce qu'on prend avec la dette ou sans la dette. Et on s'est dit qu'on allait prendre l'immobilier net, c'est-à-dire que tu as peut-être 1 million de dettes, mais et que la valeur de tes biens c'est de 1 200 000. Bah, du coup, tu as 200 000 de valeur immobilière actuelle nette d'investir dans l'immobilier. Voilà, on prend les valeurs totales, moins les dettes qu'il reste à payer. Donc, en soi, si vous allez vendre votre bien là, maintenant, aujourd'hui, avec combien de cash en plus-value, vous allez partir? Combien vous allez avoir sur votre compte en banque? C'est ça les calculs qu'on vient de faire. Voilà, donc ça, c'est top. Super intéressant. Après, je reviendrai sur ton truc. Je dis rapidement ma répartition, parce que j'ai trop de questions maintenant que j'ai envie de poser aussi sur ta répartition, etc. C'est super intéressant. Alors, nous, on est beaucoup plus sur l'IMO. On a 60% en immobilier en France. Donc, c'est le plus gros de notre patrimoine. Parce qu'en effet, on a dû injecter de l'apport, surtout à la fin, pour lever de la dette. Donc, il y a quand même une partie de notre cash qui est rentrée dedans. Ensuite, on a 20% d'immobilier au Canada. Je sais pas pour ceux qui savent, mais voilà, on a investi au Canada via le meilleur ami de Cyril qui investit pour les autres. Alors, c'est entre le private equity, comme tu dis, et l'immobilier direct, parce qu'on possède pas les immeubles en direct, on possède en fait sa société d'investissement. Donc, on a des parts, on est actionnaire d'une société qui investit en immobilier et qui, lui, lève de l'argent via les banques. Donc, il y a l'effet de levier, mais qui se passe dans la société. Mais nous, on a investi en cash. Ensuite, on a 15% d'argent qui dort investi en euros. Donc ça, c'est un truc à travailler, tu vois. Là, mais bon, en même temps, c'est bien, ça donne une flexibilité de pouvoir aussi saisir des opportunités. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais on va investir, on est sur le point d'investir un petit ticket chez Jérémy Nabé, le podcasteur de Ça fait un bail. On investit un petit peu dans le château qu'il est en train d'acquérir. Donc voilà. Okay. C'est bien d'avoir du cash pour pouvoir se faire plaisir sur des petits projets, même si c'est pas, ça va. Ça va, j'achète un château. Mais voilà. Faut pas dire que c'est en partie des châteaux. Tu peux toujours dire, je vais avoir un château. Et voilà, c'est ça. Bon, ce sera un petit pourcent minuscule, mais voilà. Et ensuite, on a 5% de crypto. Nous, c'est la seule chose qu'on a faite, c'est les cryptos, plus pour des raisons de diversification de devises, parce qu'on avait un peu peur par rapport à l'euro et d'avoir autant d'euros. Bah, du coup, on était quand même rassurés de pas avoir tout en euros. Voilà, mais c'était des cryptos pas assez classiques. Hein. On n'a pas beaucoup de cryptos, on va dire exotiques. On a plutôt des cryptos classiques. Voilà, ça c'est pour notre patrimoine en tant que tel. Et comme tu dis, en fait, c'est pas évident de réussir à se motiver parce que par exemple la bourse, tu vois, j'aimerais bien investir en bourse, mais je vois le temps que ça va me prendre de comprendre. Et moi, je suis du genre, alors je sais pas, je sais qu'il y a différentes personnes. Il y a les gens qui font confiance aux autres. Et il y a les gens qui veulent tout comprendre par eux-mêmes. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Du coup, il faudrait que je prenne vraiment du temps pour me poser, pour établir ma stratégie d'investissement en bourse, etc. avec Cyril, qu'on en débatte, parce qu'évidemment, on prend des décisions à deux dans notre couple, et ensuite qu'on passe à l'action. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, Katia, est-ce que tu t'es passionnée pour chacun des secteurs d'actifs dans lesquels tu as investi? Par exemple, tu t'y connais maintenant bien en bourse, enfin, tu as l'air de bien t'y connaître, en tout cas avec tout le vocabulaire que tu utilises, mais bourse, ETF, etc., crypto, private equity, comment t'as fait? Tu t'es vraiment spécialisé secteur par secteur? Comment t'as fait? Ou t'as fait confiance à quelqu'un? Là, moi, je ne sais pas en cas d'école exact parce que moi, l'investissement, ça m'intéresse depuis l'âge de 15 ans. Okay? Ça fait 15 ans, j'ai lu Père riche, Père pauvre pour les premières fois. Depuis, je l'ai lu en 3 langues différentes, etc. Donc, pour moi, c'est les passions de la vie, d'où le fait que je suis devenue coach en finance personnelle. Mais pas autant que je vais devenir un conseiller en placement financier. Tu vois, je ne veux pas en faire mon carrière, par exemple. Moi, c'était par opportunité. Donc, certes, je connaissais les secteurs, mais bourse, on peut investir en petite quantité, mais régulièrement. Donc, même comme je n'ai pas eu les revenus qui étaient exceptionnels à mes yeux, bien évidemment, je pouvais toujours commencer à investir en petits billets d'entrée. Et tu fais ça sur la durée.
Après, bien évidemment, je savais que personnellement, j'ai investi plutôt dans les ETF, j'ai quelques actions dans les dividendes. Il fallait choisir, est-ce que j'ai investi dans les PEA comme titre ordinaire ou l'assurance vie. Là, c'est en partie des connaissances qu'il faut acquérir quand même. Mais en fait, bourse, sans faire grand-chose, parce que on croit que ça va prendre beaucoup de temps, mais une fois qu'on a compris, on a défini les stratégies, il faut juste suivre les stratégies. Donc là, tu peux faire sur les durées. Private equity, j'ai eu l'opportunité de mettre les tickets d'entrée sur les deals qui étaient hyper intéressantes et pas accessibles au grand marché. Mais alors ça, c'était comment t'as trouvé des deals en private equity? Parce que explique déjà peut-être aux gens que ça veut dire un deal en private equity. Private equity, c'est les parties d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc c'est par exemple une connaissance qui crée son entreprise et tu deviens actionnaire de son entreprise? Pas nécessairement, tu peux prendre les grandes entreprises françaises, même les startups qui sont hyper intéressantes, qui ne sont pas cotées en bourse. Payfit, Slack, je n'ai pas vérifié Slack, je ne sais plus, mais imaginons que Slack n'est pas coté en bourse. Blablacar, toutes les sociétés comme ça, ils sont pas cotées en bourse encore. Donc là, si tu as l'opportunité d'investir, par exemple, dans les actions des Payfit, au prix intéressant, et c'était mon cas, tu vas jouer l'opportunité d'investir, et c'est pas accessible normalement au grand public, sauf si tu travailles et peut-être tu vas avoir les attributions des actions. J'ai eu l'opportunité, j'ai l'appris. Aujourd'hui, certes, il existe des plateformes qui te permettent d'investir. À l'époque, quand je l'ai fait, on ne parle pas des plateformes qui automatisent les choses, qui font les choses pour toi. C'était par les employés qui vendaient les actions, que je lui ai acheté les actions directement, en fait. Ces actions à lui, à des sociétés où il travaillait, les sociétés qui m'intéressaient, qui n'est toujours pas en bourse. Donc là, clairement, ma stratégie, je garde, je touche pas, je ne veux pas les vendre. Et les jours, les sociétés, il va rentrer en bourse, j'espère que les prix vont augmenter considérablement. Et là, soit je garde ces actions dans le futur et ça devient en partie de mon portefeuille boursier, soit du coup, je vais les vendre tout de suite, je vais faire les gains. Donc, pour moi, c'était plus l'opportunité. Immobilier, bien évidemment, je me suis intéressée au immobilier, j'ai défini ma stratégie. On a discuté la dernière fois, je commençais par les murs de commerce, ensuite c'était l'immobilier résidentiel. Là, actuellement, je suis en train de vendre en partie des immobiliers résidentiels, notamment pour acheter l'immobilier à l'étranger. D'ailleurs, si on parle des systèmes bancaires français, si mon banque français va enfin me permettre de faire les virements, parce que ça fait une semaine que les virements il est bloqué entre les deux pays, on m'a demandé plein, d'ailleurs, logique, on m'a demandé plein de papiers pour justifier mon achat, que j'envoie bien évidemment dans les langues de ce pays-là, et c'est en anglais et en arabe, parce que j'ai investi à Dubaï. Et là, le banque français me dit, on comprend pas les documents. Pourquoi tu me demandes ça dans ce cas-là? Bien évidemment, si j'achète à Dubaï, tous les documents, ça va être en anglais et pas en français. Bref, j'ai fini ma parenthèse parce que ça fait une semaine que ça dure. Donc voilà, je suis en train d'acheter les mobiliers là-bas. Je suis en train de vendre ici. Après, crypto. À l'époque, on a eu tellement d'opportunités. J'ai fait des ménages, etc. parce que c'était, voilà, un peu les hype des moments. Aujourd'hui, tu vois, j'ai investi un peu moins en crypto parce qu'à l'époque, voilà, j'ai investi beaucoup. Donc, c'est diversification par opportunité et par les moments parce que à l'époque, tu pouvais plus investir en immobilier parce que les crédits étaient plus intéressants. Pourquoi pas? Tu vois, aujourd'hui, peut-être quelqu'un va réfléchir différemment, dire, OK, les crédits, ils me coûtent plus cher, je vais investir ailleurs. Donc, moi, c'est sur le long terme, ça s'est passé comme ça. Mais j'ai surveillé les répartitions, les pourcentages tout le temps. Et du coup, ouais, excuse-moi, j'avais une question. Ouais, vas-y. Et du coup, quand tu revends ton immobilier en France, tu liquides des anciens crédits aux anciens taux? Ou Oui. Ah ouais, et ça te fait pas peur ça? Enfin, parce que tu as eu des bons crédits de l'époque et du coup, tu les liquides et tout l'effet de levier par... Ça dépend de ta stratégie. Ma stratégie actuellement, je veux liquider là les biens dont j'étais en train de parler, les DPU, etc. Je ne voulais plus la garder, je ne voulais plus continuer. J'ai investi à Dubaï. Donc, si tu veux, c'était pas mon souhait de continuer à investir dans l'immobilier résidentiel dans cette ville et continuer parce que potentiellement, j'ai les projets ailleurs. Et en plus, potentiellement, j'envisage de déménager un jour de la France. Donc, je ne veux plus garder l'immobilier résidentiel. Oui, on peut la garder à distance, on peut te faire, mais je garde que les murs de commerce parce que c'est hyper simple à gérer. Mais les parties résidentielles, ni moi ni mon mari ne souhaitent plus occuper de cette partie-là. Donc, tu vois, ça correspond à ma stratégie et mon projet personnel. Donc, c'est pour ça que pour quelqu'un, ça peut sembler illogique et dire, c'est dommage. Pour moi, c'est pas dommage parce que je sais exactement qu'est-ce que je vais faire derrière.
Mais pour quelqu'un qui va rester en France, effectivement, tu vois, c'est pas logique du tout. Ouais, donc non, mais c'est super. Du coup, en fait, en gros, tu dois toujours réadapter ton portefeuille en fonction de tes objectifs de vie. Et les objectifs changent, et les nombres des enfants changent, et les déménagements, etc. Donc, en fait, pourquoi tu investis? Si on va commencer dès les débuts, tu as plus ou moins une stratégie. Et ça sera pas mal si ta stratégie, il est posé ou écrit quelque part, ou au moins discuter avec ton conjoint. Selon ta stratégie, tu vas avoir les objectifs court terme, moyen terme, long terme. Et tu peux voir les différents types d'investissements correspondent à différents objectifs. Oui, on peut investir pour investir, mais déjà, est-ce qu'on va investir pour toucher les cash flows actuellement? Est-ce qu'on va investir pour toucher dans 10 ans, dans 15 ans? C'est quoi ma politique par rapport aux impôts, finances, fiscalité, que je suis d'accord ou pas d'accord, des piliers, temps? Tu vois, ça reste quand même personnel. Donc, j'ai sortant de mes biens, si on revient vers immobilier, j'ai sortant de mes biens. Par exemple, les murs de commerce, que je sais exactement pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je touche pas. Et d'ailleurs, ils sont à équilibre parce qu'à l'époque, même à l'époque, c'était les crédits qui n'étaient pas trop chers. C'était les crédits des 12 et des 13 ans que j'ai pris. Encore une fois, c'est pas logique. Prends les crédits à 25 ans, commence à toucher les cash flows, etc. Non, c'est bien. Il va me payer les retraites de mes parents. Je sais pertinemment qu'en bien leur aussi, mes parents, ils vont pas toucher beaucoup. Donc, au bout d'un moment, je vais devoir peut-être aider. Peut-être on va arriver à ce niveau-là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer si demain, l'un de deux tombe malade. Mon frère sur place, il n'a pas en capacité de payer un hôpital privé ou quelque chose, tu vois. Donc, pour moi, c'était hyper intéressant de prendre juste les crédits les plus courts possibles qui me couvrent pour que les totalités de mes frais, pour que je ne sorte pas un seul euro de ma poche. Et du coup, c'était fait à 2016, je crois, d'ici quelques années, parce que voilà, le temps passe vite déjà. Je vais toucher un somme que je sais que je peux utiliser pour mes parents. Les deuxièmes biens, c'était à l'époque potentiellement pour ma fille, s'il faut payer les études de quelque chose. Donc, c'est pas logique de prendre les crédits à 2 ans. Pour moi, c'est hyper logique parce que je sais exactement comment je vais l'utiliser. Donc, tes investissements, ça sert à quelque chose. Ton objectif précis, et tu vas sélectionner tes investissements en fonction de ta aversion à risque, les temps que tu disposes d'en occuper, tes connaissances, aussi que les objectifs. Ouais, donc de poser ces objectifs aussi de vie à moyen et long terme, c'est la base aussi pour réfléchir à comment est-ce qu'on veut diversifier son patrimoine sur le long terme, quoi. Ouais. Ça peut être l'une des moyens parce que tu veux rien faire aujourd'hui, mais profiter de ton capital plus tard pendant la retraite. Peut-être bourse, ça va être le choix plus logique. Si tu ne veux pas faire grand-chose, il n'a pas occupé de manière active de tes investissements immobiliers, par exemple. Donc là, on va s'orienter plus vers la bourse. On peut faire un petit virement mensuel et c'est réglé. Quelqu'un qui veut aller plus vite et qui va être beaucoup plus agressif dans sa stratégie d'acquisition des patrimoines, peut-être on va se tourner vers immobilier. Pourquoi pas? On va utiliser l'argent des autres. Donc, et les stratégies de diversification, et les stratégies des choix des placements, et les stratégies des investissements, et les stratégies des fiscalités, ça doit être réfléchi sur le long terme, en fait. Parce que pareil, que tu vas acheter en SCI versus LMNP, etc., oui, tu vas prendre en compte ton salaire d'aujourd'hui, les situations familiales d'aujourd'hui, combien tu vas payer les impôts, IS, IR, etc., mais il faut quand même réfléchir à quelques années à venir, en fait. Ça aide pour prendre les décisions. Et donc, imaginons, je me mets dans la place d'un auditeur là qui se dit bah ok, j'ai tout compris, j'ai compris ce que Dorine et Katia elles ont dit. Moi c'est bon, j'ai de l'argent de côté, j'ai pas envie de le mettre en immobilier classique en France. J'ai envie de diversifier mon patrimoine. J'ai peut-être déjà une résidence principale ou j'ai peut-être déjà un investissement locatif, mais j'aimerais bien faire autre chose maintenant. J'ai envie de faire un peu autre chose. Comment je sais déjà par quoi j'attaque? Je commence par quoi? La bourse, la crypto, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs entre la bourse et la crypto, les matières premières comme tu disais. Private equity, private equity. Il y a plein de choses. Comment je fais déjà? Moi, imagine, je suis perdue, je connais pas tout ce monde-là. Ça me fait super peur parce que j'y comprends rien. Comment je me forme? Je sais pas, c'est peut-être un livre à recommander, peut-être juste avec les bases ou non, j'en sais rien. Parce que on va en parler aussi juste après. C'est que Katia, elle lance un sommet. Tu peux peut-être en parler comme ça, les personnes elles vont pouvoir se renseigner aussi lors de ce sommet. C'est là, en fait, si tu veux, c'est tous les formations des conseillers en placement.
parce qu'eux sont formés pour ça. Et peu importe les conseillers, peu importe les projets d'ailleurs, ils vont vous poser les questions. Et la plupart des questions, ça va être les objectifs, les projets de vie, etc. Donc pour moi, c'est pas par est-ce que je commence par les bourses et par les cryptos qu'on commence à se poser les questions. C'est par plus, ok, moi, ma situation, c'est quels sont mes objectifs et pourquoi je veux faire cette placement. En fonction des objectifs, en fonction des, encore une fois, les connaissances, etc., on va choisir les placements. Maintenant, effectivement, c'est les problématiques de beaucoup de femmes, surtout, et j'ai des messages régulièrement de dire, voilà, j'ai investi un peu partout, je me suis éparpillée, je comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe, j'ai les comités d'entreprise, j'ai ça, j'ai une épargne, ou même tout simplement, je viens de toucher un héritage ou je commence à avoir une épargne confortable. Par où commencer? Notamment, il a beaucoup de choix, je ne sais pas par quoi commencer à me former, aide-moi. Et c'est pour ces cris d'aide, j'ai envie de dire qu'on a commencé à organiser notre sommet à les clés d'investissement. Donc, les clés d'investissement, c'est toute une semaine de conférence. C'est un sommet en ligne sur une semaine où on va présenter les panels d'investissement possibles. Donc, on va avoir 10 présentateurs, 10 speakers. Et entre guillemets, chaque speaker présente une stratégie d'investissement. Donc, il y a un speaker qui va parler de la bourse, l'autre speaker qui va parler des immobiliers, un troisième speaker qui va parler des cryptos. Peut-être pas cette édition, mais dans l'édition précédente, on l'a eu. Et même dans l'immobilier, il y a un qui va parler des meubles de rapport, l'autre qui va parler des colocations, troisième qui va parler des murs de commerce, parce qu'on reste dans l'immobilier, mais c'est différentes stratégies. Et les buts de cette semaine, c'est vraiment vous donner les 10 stratégies qui existent, qui vous pouvez déjà toucher, vous pouvez voir, vous pouvez discuter et dire, OK, au moins, je sais qu'est-ce qui existe pour au moins commencer à vous rediriger dans les directions qui vont vous intéresser. Après, les stratégies, bien évidemment, on va choisir en fonction de votre situation, votre âge, vos projets, vos objectifs, mais au moins, vous allez voir qu'est-ce qui existe. Donc ça, c'est les buts de ces sommets-là. C'est pour les femmes qui sont débutants. Bon, j'ai dit femmes parce que mon public est largement féminin, mais c'est ouvert aux hommes, bien évidemment. Donc, pour les gens qui sont novices ou même les gens qui ont investi déjà, mais qui souhaitent voir les différentes stratégies ailleurs qui existent, on fait cette présentation. On a 10 speakers, 10 stratégies différentes et c'est gratuit sur une semaine. Et d'ailleurs, j'ai les chances d'avoir Dorine à m'écouter pour être l'un des speakers pour vous parler également des immobiliers. Trop cool, bah, c'est un honneur pour moi en tout cas que tu m'aies invité à ce fameux sommet. Et juste comme ça, on peut dire rapidement à l'audience, c'est quand ce sommet, c'est quand les dates? Alors, les dates, c'est 9 à 13 octobre, et tout en ligne, et tout est réfléchi pour les gens qui n'ont pas des temps, qui travaillent, qui ont des enfants. Donc, toutes nos sessions sont soit au temps de midi, donc c'est 12h30 précisément, soit à 20h30 si vous n'êtes pas disponible. Et si vous ne pouvez pas participer, on a les replays qui est disponible 36 heures après, donc vous pouvez vous rattraper plus tard. C'est gratuit. Trop bien, bah, je mettrai le lien dans la description du podcast là juste en dessous pour que vous puissiez vous inscrire à ce sommet et ça vous donnera une idée de tous ces investissements possibles. Et du coup d'ailleurs, toutes les personnes qui veulent suivre aussi Katia au quotidien, qui aiment bien son énergie, qui aiment bien sa façon d'expliquer les choses et qui ont envie de la suivre, bah, comment est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, même si peut-être que ceux qui ont déjà écouté l'épisode précédent l'ont déjà fait, mais j'ai besoin que tu réexpliques où est-ce que tu es le plus active. Ça va être avec plaisir de vous voir dans ma communauté. Sur Instagram, c'est Katia Finance, finance au pluriel avec une S à la fin. Sur YouTube, c'est Katia Finance. Sinon, c'est katiafinance.fr. C'est là où je partage toutes mes connaissances, surtout en finance personnelle d'abord, parce que je reste beaucoup sur les logiques qui, avant qu'on commence à investir, on gère bien ce qu'on a déjà. Et ensuite, on parle des débuts d'investissement via les événements en ligne comme les sommets qu'on vient à évoquer, ou par exemple, j'ai une communauté privée des femmes investisseuses et les femmes qui souhaitent multiplier ces sources de revenus et aller vers l'investissement dans le but des patrimoines notamment, qui s'appelle Madame Investie. Donc, on a une grande communauté privée également des femmes qui échangent toute la journée sur les finances, comment gagner plus et comment bien investir. Parfait. Alors, je vais mettre tous les liens dans la description également des différents réseaux sociaux que tu as cités. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte d'intervenir sur ton sommet de l'investissement. Et merci Katia pour avoir donné envie à tout le monde aussi de se pencher sur la question de la diversification. Salut, ciao, merci Katia. Salut tout le monde.